Alors en fait, quel est l'objet de ce colloque? Comment on aurait pu le retitrer? L'objet du colloque, c'est doit-on et comment faire face à la montée en puissance de la Chine? Parce que c'est bien de ça qu'il s'agit. Tout le reste n'est pas que littérature, mais tout le reste est déduit de cette question. Doit-on et peut-on et comment faire face à la montée en puissance de la Chine, qui est effectivement quelque chose de tout simplement époustouflant. Où en était la Chine il y a 40 ans, où en est la Chine aujourd'hui, ce sont vraiment deux mondes différents et c'est plus d'un siècle qui sépare les 4 décennies. La République populaire de Chine a fêté récemment ses 70 ans. Elle a mis en avant le fait que beaucoup de choses avaient changé depuis 70 ans. Non, beaucoup de choses ont changé depuis 40 ans, pas depuis 70 ans. Et la deuxième partie du régime n'a rien à voir avec la première. C'est vraiment dans les 30-40 dernières années que la croissance d'un pays aussi fort en termes de croissance sur un pays déjà aussi nombreux ne peut que bouleverser totalement tous les équilibres mondiaux. On avait eu la croissance du Japon à partir de la guerre de Corée jusqu'aux années 80, mais le Japon, c'est 1/7 de la Chine. Et donc, ça ne peut pas avoir les mêmes répercussions. Et donc, effectivement, la grande question, le grand débat stratégique en cours, c'est ce qu'on appelle le piège de Thucydide, notamment du fait du livre de Graham Allison, Destined to War, de dire est-ce que ce qui s'est passé entre Sparte et Athènes il y a déjà plusieurs siècles va se reproduire. Grosso modo, Thucydide, dans l'histoire de la guerre du Péloponnèse, avait montré que la guerre entre Sparte et Athènes était devenue inéluctable à partir du moment où Sparte n'acceptait pas la montée en puissance d'Athènes. Et toute l'histoire qu'il raconte, ce sont la façon dont la puissance majeure, la puissance numéro 1, accepte ou non la montée en puissance ou le fait d'être dépassé par la puissance numéro 2. Il recense 16 cas où la puissance numéro 1 a été challengée par la puissance numéro 2. Dans 12 cas, ça a été la guerre. Dont la guerre emblématique entre la Première Guerre mondiale, qui doit beaucoup plus à la rivalité, y compris maritime, de l'Angleterre et de l'Allemagne qu'à l'assassinat de l'archiduc Ferdinand. L'assassinat, c'est l'écume. La vraie raison, c'est la rivalité et le fait que l'Angleterre ne pouvait pas accepter que l'Allemagne la dépasse, alors qu'elle a accepté que les États-Unis la dépassent, sans faire la guerre. Et dans ces 3 cas où il y a une acceptation, outre effectivement le cas Angleterre-États-Unis, il y a au début du XVIe, lorsque l'Espagne double le Portugal, à la fin du XXe, au niveau européen, lorsque l'Allemagne double la France et le Royaume-Uni, et, élément intéressant, lorsque les États-Unis de Nixon et Kissinger acceptent la montée en puissance de l'URSS et tirent comme conclusion de cette montée en puissance de l'URSS, non pas que l'affrontement est inéluctable, mais que la détente est inéluctable. Et si Nixon et Kissinger se lancent dans la détente, ce n'est pas... Ils étaient violemment anticommunistes, Nixon encore plus que Kissinger. Nixon était McCarthyiste au début de sa carrière. Simplement, ce sont des réels politiciens avec le mauvais côté. Le coup d'État au Chili ou les bombardements au Cambodge, au Vietnam. Mais les bons côtés, voilà, soyons réalistes, on est affaiblis par la guerre du Vietnam, l'URSS monte en puissance, bon, on va faire un accord avec eux, on va faire un plafond pour le nombre d'armes nucléaires et on va stabiliser la situation. Donc, on accepte la parité avec un pays, parce que rappelons-nous que pendant la crise de Cuba, l'époque de l'histoire où le monde a été le plus près de la guerre nucléaire, il y avait un rapport de 1 à 10 entre l'arsenal nucléaire soviétique et l'arsenal nucléaire américain. Mais Nixon et Kissinger se disent que le réalisme, s'ils ne peuvent pas changer cela, c'est d'accepter de faire part égale avec l'Union soviétique. Sauf que, entre Nixon et Kissinger et Donald Trump, il y a un écart. D'une part, il n'y a plus de Kissinger. Y en aurait-il un qui ne serait pas écouté par Donald Trump, qui écoute lui-même son gendre et sa fille? C'est la réalité. Trump, son expérience de carrière, c'est de gérer la Trump Company. Il n'y a pas de conseil d'administration, c'est une boîte familiale. Les États-Unis sont devenus une boîte familiale où Jared Kushner a plus d'importance et où le secrétaire d'État, lorsqu'il va pour le G20 au Japon, il demande à ce que ce soit Jared Kushner qui soit pris en photo avec Shinzo Abe et pas du tout son secrétaire d'État. Et rappelez-vous la photo, on le voit en négociation avec Xi Jinping, ils sont 5 de chaque côté, il y a Ivanka qui est dans les 5. Donc voilà, il y aurait Kissinger, il serait à la retraite. Et Trump n'a pas peut-être la finesse d'analyse du monde que Nixon a. Donc on peut avoir un peu plus d'inquiétude sur cela, même si évidemment
Ce qui change par rapport à la Première Guerre mondiale et par rapport à la guerre du Péloponnèse, c'est que ni Sparte ni Athènes n'avaient l'arme nucléaire, il n'y avait pas de dissuasion, et que ça change grandement les choses, et que, faisons une limite, il est de bon ton de se moquer de Trump, de rigoler de lui, il s'en fout, pendant ce temps-là il avance, et pendant ce temps-là ses soutiens sont confortés. Trump n'est pas irrationnel. On peut ne pas aimer Trump, mais c'est une erreur majeure de le sous-estimer, de le considérer comme irrationnel. Il a sa rationalité, il a ses valeurs, qui ne sont peut-être pas partagées, mais il avance, il a un agenda, et pour l'instant, il réussit à le mettre en place. Et à chaque fois qu'il est quelque part, c'est lui qui capte la lumière, et c'est lui qui fixe l'agenda, en chaque occasion. Et les rieurs ont beau être ne pas de son côté. Rappelez-vous que dès les primaires, on s'était dit il va faire 2-3 primaires, il va disparaître. Quand il a gagné les primaires républicaines, on a dit bah, c'est tout bon pour Hillary Clinton, c'est même pas la peine de voter, puisque Hillary Clinton a gagné les élections, et elle a mordu la poussière, parce qu'il a du sens politique, qu'il respire la population américaine, et que donc... Mais ce n'est pas un va-t-en-guerre, Trump. Trump n'est pas un va-t-en-guerre. Trump veut simplement obtenir... Je ne pense pas que Trump ait lu Sun Tzu, honnêtement. Je ne suis pas sûr qu'il ait lu beaucoup de livres. Bon. Je ne suis pas sûr qu'il ait lu beaucoup de livres. Peut-être qu'il a au moins lu le livre qu'il a publié lui-même. Mais en tous les cas, il applique la règle de Sun Tzu, c'est gagner la guerre sans la livrer. Et effectivement, de faire en sorte que, de faire plier les adversaires. Tu as dit, Valérie, que le soft power chinois, c'est la puissance économique. Eh bien, la puissance économique américaine sert aussi le soft power parce que la crainte de sanctions américaines, la crainte de mesures de rétorsion fait que les autres puissances cèdent à cela. Donc le rattrapage de la Chine, il est énorme sur tous les domaines. Et en termes de PIB, effectivement, en 2011, rattrapage du Japon. En 2016, même si je trouve que ce n'est pas une bonne comparaison, rattrapage, c'est-à-dire en parité de pouvoir d'achat, mais ce n'est pas la vraie comparaison. Mais tous les indicateurs, le nombre de téléphones portables, le nombre de kilomètres de voies ferrées, de lignes à grande vitesse, le nombre, etc., tout est extraordinaire. Et la Chine n'est plus l'atelier du monde. C'est-à-dire qu'en intelligence artificielle, la Chine fait au moins jeu égal avec les États-Unis. On parle des GAFA, il ne faut pas oublier les BATDX. Et vu la masse de données que les Chinois donnent et qu'ils donnent plus volontiers que les Américains, il est probable que la bataille de l'intelligence artificielle soit plutôt gagnée du côté de Pékin que du côté de Washington. Donc on a cette grande confrontation et le Pacifique est au milieu. Le Pacifique est au milieu, effectivement, parce que ce bras de fer sino-américain se déroule à l'échelle mondiale, évidemment. Il se déroule en Afrique, il se déroule au Proche-Orient, il se déroule en Europe, mais il est également au-dessus de cet océan. Et en fait, dans un monde globalisé, aucune partie du monde n'échappe à la grande confrontation. L'affrontement sino-américain n'a pas les mêmes caractéristiques que l'affrontement soviéto-américain du temps de la guerre froide. La Chine, il y a bien sûr le consensus de Pékin versus le consensus de Washington, mais la Chine ne veut pas renverser les États-Unis. La Chine veut prendre la première place. Elle veut dominer le monde. Elle le dit très franchement, Deng Xiaoping le cachait, Xi Jinping l'affirme, mais ce n'est pas une concurrence parce que la Chine, en fait, exploite les leçons du capitalisme. Alors, ceci remet en cause les choses parce que pourquoi, en fait ? Si on prend les Européens, on a assisté, nous aussi, à la montée de la Chine. La France, dans les années 80, a un PIB qui est 4 fois supérieur à celui de la Chine. Aujourd'hui, il est 3 fois inférieur. Mais ça ne crée pas d'angoisse existentielle en France. Pareil en Allemagne. Aux États-Unis, ça crée une angoisse existentielle parce que les États-Unis, du vivant de tous ceux qui peuplent, ou des 9 dixièmes de ceux qui peuplent les États-Unis aujourd'hui, ont habitué à être le numéro 1. Depuis 1945, depuis que Truman, 1947, leur enjoint de prendre la tête du monde libre, eh bien, les Américains sont la première puissance mondiale et qu'ils n'ont pas connu le monde autrement. Et que, par ailleurs, depuis plus longtemps encore, depuis certainement 1776 ou au moins 1848, la Destinée manifeste, ils pensent que leurs valeurs sont supérieures et qu'il est de leur devoir de les exporter par tout moyen dans le reste du monde. Et que donc la remise en cause de ce leadership, à la fois moral et matériel,
pose plus de questions aux Américains et à ces États-Unis-là qu'au reste du monde. Et s'il y a un point commun entre Obama et Trump, malgré la détestation que le second voue au premier, c'est bien la reconnaissance que les États-Unis ne sont plus la première puissance mondiale ou non plus la suprématie. Quand Trump dit « Make America Great Again », il reconnaît que puisqu'il faut redonner de la grandeur aux États-Unis, c'est qu'ils en ont perdu. Sinon, il ne serait pas nécessaire de leur en redonner. Et le point commun qu'ont Obama et Trump, c'est que les États-Unis ne peuvent plus être le gendarme du monde, qu'ils n'ont plus les moyens de mener des guerres sans fin, inutiles et coûteuses. Obama en avait conclu qu'il fallait un peu plus de multilatéralisme. Trump en conclut qu'il faut pousser à deux pieds sur le champignon de l'unilatéralisme. Mais le constat est commun. Alors, par rapport à ce duel annoncé qui se déroule sous nos yeux entre Washington et Pékin, comment réagir? La première chose, c'est qu'il faut éviter la guerre froide éternelle depuis 30 ans, mais dans mon milieu professionnel, la communauté stratégique, il y a encore des gens dont le compteur, dont l'esprit n'a pas bougé depuis 30 ans, qui ont encore une image de guerre froide. Moscou, c'est toujours... voilà, c'est toujours l'URSS, ça n'a pas changé, les chars russes vont fondre sur nous, il y a une menace russe, oreille soviétique, on met russe, mais ça ne change pas. Et puis il y a la menace chinoise, et certains, finalement, réorientent la menace de l'autre côté, mais il y a les mêmes définitions de menace existentielle. Ce qu'on appelle la pensée occidentaliste, c'est de dire que l'Occident est en danger par des acteurs qui n'ont pas ces valeurs, qui le mettent en cause et dont la puissance monte et qu'il faut s'en protéger. Et puis il y a également l'argument démocratique. La Chine n'est pas une démocratie et donc il faut lutter contre elle. Bon, quand De Gaulle reconnaît la Chine en 1964, je n'ai pas l'impression que la Chine soit beaucoup plus démocratique. À l'époque, De Gaulle a été critiqué par les États-Unis pour reconnaître la Chine. Lui, il avait en charge les intérêts de la France, pas ceux des États-Unis, et il a considéré que l'intérêt de la France était de reconnaître la Chine. Et donc il n'a pas reconnu la Chine comme démocratie, mais il pensait que la realpolitik revenait à reconnaître la Chine. Et quand on condamne la realpolitik, je rappellerai la formule de mon ami Bert Védrine, il y a pire que la realpolitik, c'est l'irréalpolitik. C'est partir de choses qui sont irréelles. Et souvent, les postures, notamment en matière de démocratie, sont des impostures. Donc on peut effectivement avoir cette idée-là, mais il y a tout autour du China bashing aujourd'hui, une instrumentalisation parce que ceux qui, par exemple, reprochent à la Chine de développer des relations avec le Soudan uniquement pour avoir son pétrole, sont plus muets devant la nature des relations d'autres pays occidentaux, France comprise d'ailleurs, avec l'Arabie Saoudite, qui, je sache, n'est pas vraiment un paragon de démocratie et vraiment un partenaire fiable. Par ailleurs, la Chine n'est pas un pays totalitaire. C'est un pays autoritaire. Il y a une très grande différence entre un pays totalitaire et un pays autoritaire. Dans un pays totalitaire, comme l'écrivait mon ami, hélas disparu, Tsvetan Todorov, qui a quitté la Bulgarie en 1963 pour venir en France, dans un pays totalitaire, la façon de vous habiller, la musique que vous pouvez écouter, les films que vous pouvez voir sont déterminés par l'État. C'est le cas en Corée du Nord, c'était le cas en Chine en 1964, c'était le cas dans l'Union soviétique de Staline et Brejnev. Ce n'est pas le cas de la Chine aujourd'hui. C'est un pays autoritaire, ce n'est pas un pays totalitaire. Et il y a une grande règle, on a parlé de globalisation lundi, eh bien en fait, c'est la première globalisation que j'ai datée de 1492, on pourrait dire, à grands traits, que 5 siècles plus tard, il y a une autre globalisation qui met fin à la première, et la grande évolution stratégique majeure à laquelle on assiste depuis 30 ans, qui se déroule jour par jour, qu'il n'y a pas un début vraiment marqué, et qui est plus importante encore que la fin du monde bipolaire, c'est la fin du monopole occidental sur la puissance, qui a duré 5 siècles. Et aujourd'hui, les Occidentaux sont toujours puissants, sont toujours les plus puissants et les plus riches, mais ils ont perdu le monopole de la puissance. Et ça, il y a beaucoup de gens qui ont du mal à le réaliser, qui ont du mal à l'admettre, et ce que j'appelle les occidentalistes, eh bien, pensent que l'Occident doit toujours diriger le monde, qu'il y a une sorte de mission qu'on ne qualifie plus de civilisatrice, mais qu'on va qualifier de droit de l'homiste, etc., et qu'il y a toujours un droit pour l'Occident de fixer les règles et de les suggérer et de voir les imposer aux autres nations. Mais quand on parle à des Asiatiques, pas seulement les Chinois, des droits de l'homme,
Il rappelle la guerre d'Irak, Guantanamo, etc. Donc il y a des valeurs qui sont différentes, mais le monde occidental n'a pas toujours été d'une perfection. On a soutenu l'apartheid, on a mis Pinochet au pouvoir, on a soutenu Mobutu, on a organisé un coup d'État en Indonésie qui a fait 500 000 morts. Bref, il n'y a pas les bons et les méchants de façon aussi nette. Mais s'il faut ne pas embrayer le pas des occidentalistes lorsqu'on parle des relations avec la Chine, il y a aussi, et là je m'adresse à nos amis chinois, des choses que les Chinois doivent réaliser s'ils veulent pousser leur politique. Et on a entendu ces jours-ci, on entend parfois du côté chinois, je dirais le discours jumeau, où les États-Unis seraient le mal absolu et la Chine serait parée de toutes les vertus. C'est un discours un peu binaire, c'est ce que j'appelle la disneylisation des relations internationales, il y a les bons et les méchants, mais le monde c'est pas comme ça. Je veux dire, et honnêtement, séparer le monde entre bons et méchants, c'est un peu une insulte à l'intelligence des gens. Il y a des intérêts, il y a à faire valoir, il faut les reconnaître, mais si on arrive avec un discours, nous sommes entièrement bons, soit du côté occidental, soit du côté chinois, et les autres ont tous les défauts, la crédibilité sera quand même en dessous de 62 QI. Mais au-dessus, ça aura du mal à passer. Et j'espère que ce message est entendu. Il faut également que la Chine soit consciente que sa montée en puissance, eh bien, elle peut quand même, elle n'est pas aussi naturelle que cela, et elle change tellement les équilibres, que forcément, ceux qui sont autour sont nécessairement bousculés. Et que quand on monte en puissance, et Deng Xiaoping l'avait très bien compris, mais quand on monte en puissance, il faut quand même s'assurer de la perception du message qui est envoyé en dehors, et affirmer la montée en puissance pacifique ne suffit pas. Si, par exemple, il y a des comportements plus arrogants en mer de Chine, s'il y a des refus de la Cour permanente d'arbitrage, s'il y a des gestes qui sont considérés. Et le multilatéralisme, la définition du multilatéralisme, c'est vous n'êtes pas les seuls à la définir. Le multilatéralisme, ce n'est pas un unilatéralisme déguisé en multilatéralisme. C'est négocier avec les autres, justement. Et donc là, il ne suffit pas d'affirmer la foi dans le multilatéralisme, il faut aussi le pratiquer. Et le pratiquer, ça ne veut pas dire imposer sa politique aux autres. Et puis, donc, au-delà de la mer de Chine, c'est vrai que la fermeture du marché chinois, les déséquilibres, ce qui se passe par rapport aux Ouïghours, pose problème. Disons-le franchement, ça pose problème et il ne faut pas que les Chinois pensent que... oui, les gouvernements ne diront pas grand-chose, mais les civils, ça existe. Vous le savez, puisque vous mettez les instituts Confucius, les Chinois ont compris ce qu'est le soft power. Donc ne négligez pas ceux qui posent problème dans l'attitude de la Chine, parce que c'est très fortement installé, et il ne faudrait pas que ceux qui, comme moi, sont favorables à une coopération accrue entre le monde occidental et la Chine, soyons coincés entre les occidentalistes et, disons, une partie du discours chinois un peu fermé, parce que là, ça sera du perdant-perdant. Alors, par rapport aux États-Unis et par rapport à l'acceptation de la montée en puissance de la Chine, est-ce qu'il y a un moment Trump? Est-ce que, bon, c'est un mauvais moment à passer, mais ce moment peut durer longtemps. Je vous signale que s'il y a un impeachment, c'est Mike Pence qui prendrait le pouvoir, et ce n'est pas une perspective réjouissante, et qu'on ne sait pas ce qui se passera en 2020. Mais en tous les cas, il y a, si quelque chose fait consensus à Washington, c'est bien le fait de dire on a un problème avec la Chine. Elizabeth Warren, Bernie Sanders disent la même chose sous d'autres formes. Et donc, la difficulté des États-Unis à accepter la montée en puissance de la Chine, c'est pas Trump, c'est les États-Unis. Et l'unilatéralisme américain, c'est pas Trump. Trump le pousse à des extrêmes. Mais ça fait partie de l'ADN stratégique américain. C'est quand même Madeleine Albright, soi-disant secrétaire d'un président soi-disant multilatériste, qui avait dit les États-Unis sont la seule nation indispensable, et deux, multilatéraliste si nous pouvons, unilatéraliste si nous devons, ce qui est la négation même du multilatéralisme. Donc, est-ce qu'il y a un moment Xi? Est-ce que Xi affirme la puissance de façon un peu brutale, ferme un peu les libertés par rapport à ce qu'on connaissait au début du siècle? Jean-Pierre l'explique bien dans son livre. On avait cru au début du siècle que le développement d'Internet allait multiplier les libertés. Ce n'est pas tout à fait comme cela que ça se passe aujourd'hui. Est-ce qu'il y a aussi une génération, il faut bien voir que
que pour beaucoup de jeunes Chinois, leurs grands-parents, leur problème était la survie. Bon, donc c'était important. Et là aussi, du côté occidental, il ne faut pas croire que les dissidents que l'on soutient à juste titre aient une influence formidable sur la population chinoise, parce qu'en fait, je veux dire, ce qui se passe à Hong Kong ne fait pas contagion sur le reste de la Chine continentale, parce que pour les gens de Chine continentale, ça marche. Ça marche, et donc il n'y a pas de raison de se révolter, que peut-être d'ici une génération, il y aura des demandes différentes, mais pas maintenant. Pourquoi? Parce que certainement que Marx et Mao font des bons, chacun dans leur tombe, parce que ce qui fait la gloire du Parti communiste chinois, c'est le nationalisme et le capitalisme. Ce qui n'est pas dans le bréviaire marxiste-léniniste, mais c'est quand même ça qui fait la réussite du Parti communiste. Alors, face à cela, le développement de la zone Indo-Pacifique, il y a trois façons de le voir. Un suivisme par rapport aux États-Unis. Non, c'est pas ça. Et Emmanuel Macron a été très net dans son discours devant les ambassadeurs au mois d'août. Nous n'avons pas vocation à être le partenaire junior ni de la Chine ni des États-Unis. Et donc le mouvement Indo-Pacifique, c'est pas pour dire on se raccroche aux États-Unis. C'est pas non plus, quand on voit l'Inde, c'est pas non plus une alliance des démocraties. Ok, l'Inde c'est la plus grande démocratie du monde selon eux-mêmes. Mais ce qui se passe au Cachemire pose problème, le fait de priver de nombreux musulmans de citoyenneté pose problème, et si le Premier ministre actuel reste longtemps au pouvoir, il sera quand même plus compliqué de parler de démocratie en Inde. Les gens votent, mais l'Inde est en train de devenir une démocratie libérale. Et donc, et nous n'avons pas non plus à embrayer avec l'Inde sur leur rivalité face à la Chine. Ce n'est pas fait pour faire du containment à l'égard de la Chine, comme peut-être l'Inde le souhaiterait d'ailleurs, et comme l'Inde le présente souvent, c'est fait simplement pour affirmer la présence souveraine française de la région sur des motifs français et sur des bases qui nous fait trouver des partenariats, parce que disons que cette stratégie indo-pacifique, ce n'est pas un mariage catholique. Ça veut dire que ça ne nous empêche pas de frelater avec la Chine, ça ne nous empêche pas d'avoir d'autres partenaires, et donc ce n'est pas quelque chose qui nous met dans une relation unique. C'est une diversification. Tu vas encore faire une grivoiserie, Valérie? Tu veux faire une grivoiserie en direct bon. Et donc c'est pas une relation unique, mais c'est un moyen que la France a de diversifier ses relations, de diversifier son action et de multipolariser également son action, et une fois encore d'affirmer sa présence dans un endroit dans lequel on a eu des difficultés pour des raisons qui sont connues de tous, les essais nucléaires, le Rainbow Warrior, etc., période qui est passée et qui est maintenant s'écrit sur une page nouvelle, et on a une excellente présentation qui a été faite. C'est vrai que les relations que l'on a avec l'Australie ou avec la Nouvelle-Zélande, bon, le dernier problème qu'on a avec la Nouvelle-Zélande, c'est quand un rugbyman se casse la figure là-bas et rentre un peu éméché d'une soirée. Bon, tant que c'est que ça, c'est pas trop grave, mais en tous les cas, Bastaro, c'est moins grave que le Rainbow Warrior. Donc on a quand même des relations à peser avec la Nouvelle-Zélande et tous les pays. Et puis, je veux dire, la France voit dans la montée en puissance de la Chine, on n'a pas... La France a ce site particulier, c'est qu'on n'a pas de nostalgie, à part chez des gens très minoritaires, d'être la première puissance mondiale. On n'est pas habité par cela. La peur de perdre ce statut comme les États-Unis, parce qu'on l'a perdu depuis longtemps, donc on n'a pas cette peur-là. Mais ce qui nous reste d'une époque longue, c'est une vision globale des affaires mondiales. C'est que la France a un regard global, un regard à 360 degrés, et ce qui impose, au partir du moment où la zone Indo-Pacifique devient stratégiquement plus importante, implique effectivement que la France soit plus présente, parce que, eh bien, on a cette spécificité qui nous est reconnue. Et on ne peut peser que si on continue là-dessus. Si on veut se raccrocher à une autre locomotive, être le partenaire junior, pour reprendre l'expression de Macron, d'un autre pays, forcément, les États-Unis, on ne pèsera pas grand-chose. Si on veut avoir une alliance, et une fois encore, pour reprendre une deuxième fois une expression d'Hubert, être allié mais non aligné avec les États-Unis et faire valoir nos propres points de vue, eh bien là, on peut peser. Et c'est d'ailleurs dans cette position spécifique, marquée par le gaulo-mitterrandisme, que l'on pèse plus aux yeux du reste du monde. C'est parce qu'on est spécifique, c'est parce que la France n'est pas tout à fait comme les autres, qu'elle est regardée de façon différente. Et on a intérêt à faire cela. Alors, par rapport aux routes de la soie, comment faire? Eh bien, au-delà des discours d'amitié, je crois qu'il faut se référer à Lord Palmerston. Il n'y a ni ami éternel, ni ennemi éternel. Il n'y a que des intérêts qui sont éternels.
Donc il faut que et la Polynésie et la France voient où sont leurs intérêts par rapport à cela. L'arrivée assez importante de la Chine est un challenge et une opportunité. Il faut faire en sorte que multiplier le côté opportunité et un peu contenir le côté challenge bousculant. Il peut y avoir d'autres partenaires, c'est très bien. Je pense que le président l'a fort bien exprimé ici même mardi matin, en disant qu'on est ouvert à tout. Le tout, c'est de voir, est-ce que, coopération par coopération, il faut prendre projet par projet, ni dire non, ni dire oui à tout, mais projet par projet, est-ce que le projet est durable à long terme? Est-ce qu'il satisfait les besoins de la population? Et est-ce qu'il n'est pas un piège à dette, à perte de souveraineté, etc. Et dans ce cas-là, eh bien, je crois que la France et la Polynésie ont intérêt à marcher de concert pour être plus puissantes. D'ailleurs, la France elle-même, et Macron l'avait dit lorsque Xi Jinping est venu en France pour le sommet bilatéral, eh bien, il n'a pas trouvé par surprise, ça a été négocié. Jean-Maurice Ripern, qui était à l'époque notre ambassadeur à Pékin, avait averti, évidemment, j'ai vu dans un journal que Xi Jinping a été surpris de trouver Angela Merkel et Jean-Claude Juncker à Paris. Évidemment, non, ça ne se passe pas comme ça. Ça a été négocié avec Xi Jinping de la part de notre ambassade, mais le message était « on est la France et on est l'Europe ». Et c'est comme cela, d'ailleurs, que la France pèse aux yeux de la Chine, c'est à la fois comme membre permanent du Conseil de sécurité, puissance nucléaire, puissance militaire, mais aussi comme pays leader de l'Union européenne, avec lequel la Chine a des intérêts commerciaux extrêmement importants. Et là aussi, donc, la France joue à la fois une carte nationale et une carte européenne. Et la Polynésie, à mon avis, a intérêt à, bien sûr, avoir une relation personnelle avec la Chine, mais aussi une concertation avec les autres îles du Pacifique, et puis aussi avec la France, parce que, ensemble, aussi bien en termes de capacité d'analyse, en capacité d'expertise sur l'attitude à avoir la Chine, et puis en se réassurant l'un et l'autre, on pèsera plus, divisés, nous pesons moins, unis dans le respect des intérêts de chacun, parce qu'il peut y avoir des cas où les intérêts peuvent diverger. Je pense que dans 90%, ils convergent. Eh bien, je pense qu'on peut faire affaire ensemble. J'avais cité Thucydide, je conclurai par Hérodote. Hérodote avait dit que le Nil était à la fois une calamité et une bénédiction pour l'Égypte, selon qu'on canalise ces flots ou non. Eh bien, par rapport aux flots chinois, il faut le canaliser, il faut le tenir en respect et le respecter, et puis voir bien, effectivement, en tirer parti, mais à des conditions qui sont effectivement les conditions de la Polynésie et de la France. Et une fois encore, je pense que nos amis chinois doivent faire attention à leurs intérêts à long terme. Dans 2-3 pays, et un peu plus que ça, le fait que Mahathir, quand même, qui n'est pas anti-chinois, dise « attention, je me retire de certains projets », eh bien, peut-être que la Chine doit faire attention à sa montée en puissance qui, ils ne vont pas la réduire, évidemment, mais en tous les cas, de faire attention qu'entraînés peut-être par leur propre force, ils prennent des habitudes ou des comportements qu'ils reprochent à d'autres, et dans ce cas-là, ils auront les mêmes problèmes que d'autres ont eu. Je vous remercie.